ce serait-il pas l'heure d'un nouveau coup de gueule? Bonjour à toutes et à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ici TFT. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau coup de gueule, votre émission sur la chaîne où nous nous permettons de parler de cinéma et où nous nous permettons également la chose odieuse que d'attribuer une note à un métrage. Et aujourd'hui, on continue notre mythologie vendredi 13 en parlant du chapitre 5, un nouveau commencement, part 5, a new beginning. Donc, c'est parti. Malgré tout, petit disclaimer avant de commencer, je vais devoir spoiler les 15 premières minutes du film afin que le scénario soit parfaitement compréhensible pour ma conclusion. Mais, deuxième petit disclaimer, s'il y a bien un des films de vendredi 13 que vous ne devez pas vous faire spoiler, c'est bien celui-là. Donc encore une fois, à votre bonne convenance, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Pourquoi ? Parce qu'il prend une direction, une sorte de trajectoire, si vous voulez, dans la mythologie des films, qui est assez spéciale. Donc encore une fois, malgré tout, je vais devoir spoiler les 15 premières minutes. Et tout le reste sera fait, comme vous le savez, par séquence. Donc c'est-à-dire séquence suivante, jusqu'à ma conclusion, bien sûr. Donc, spoil no spoil, c'est parti, vous êtes prévenus. Bref, pour le début du film, le film commence quelque temps après le film précédent. On y voit le petit Tommy Jarvis qui doit encore avoir genre dans les 13-14 ans grand max. Et ils seront sur la tombe de Jason par un soir d'orage particulièrement violent. Sauf qu'il fuit, car il entend deux adolescents complètement débiles qui viennent en fait déterrer le cadavre de Jason du coup dans une tombe pour se marrer. Oui, ok. Jason, qui visiblement a été enterré avec sa machette, se réveille et massacre les deux. Le premier se fait embrocher par la machette et l'autre se prend une sorte de poinçon, entre guillemets, dans la trachée. Puis, dans un grand angle, on a l'impression de voir comme si c'était du point de vue des yeux de Tommy Jarvis. On voit Jason qui se relève. Il se rapproche de Tommy, qui lui est paralysé par la peur, ce qui est totalement compréhensible. Il abat sa machette sur Tommy, mais c'était un cauchemar, car en effet, on retrouve un Tommy Jarvis, jeune adulte, il doit avoir 24-25 ans, ouais, 24-25 ans, ouais, peut-être, qui se réveille donc en sursaut à l'arrière d'une camionnette qui porte l'inscription d'une institution psychiatrique locale. On comprend alors que suite aux événements du film précédent, Tommy n'a jamais arrêté d'être transféré d'institution psychiatrique en institution psychiatrique. Et ainsi apparaît le carton du film, donc c'est-à-dire Friday the 13th, Part 5, The New Beginning, avec un masque de Jason qui explose parce que... oui, comme l'épisode précédent, parce que... Bref, pour ce film, on est au camp Pinehurst. On apprend en fait que Pam Roberts, la directrice seconde en chef du camp, a proposé au gérant Matthew Letter de laisser Tommy venir passer quelque temps à l'air libre, loin du centre psychiatrique qu'il fréquentait actuellement. Le séjour à Pinehurst, selon Matthew, le but du séjour est de préparer Tommy à la réinsertion sociale. Tommy va dans sa chambre et le premier truc qui me dérange est la chose suivante. Il vient d'arriver avec son sac depuis son institut. Voilà, il fait une étape, il n'a pas découvert autre chose, il n'a pas pris un autre objet, etc. Il a donc rien de nouveau sur lui. Donc à quel moment il te sort là soudainement un couteau pliable qui a une lame d'une longueur non négligeable? À quel moment il a récupéré ce couteau? Genre, d'où est-ce qu'il le sort d'ailleurs? Où est-ce qu'il l'a trouvé? Premier mystère du film, mais je pose cette carte ici, MacGuffin. Et Deus Ex Machina, comme ça, on me dira pas, TFT, t'oublies un truc. Donc ouais, c'est un MacGuffin, un Deus Ex Machina pour la fin. Tommy fait la rencontre de Reggie, un enfant afro-américain qui doit lui avoir 13-14 ans et qui est aussi là au camp d'été. Sauf que Tommy fait peur à Tommy, mais Tommy réplique en sortant l'un de ses vieux masques qu'il a gardé, rappelez-vous, du film précédent pour faire peur à l'enfant en retour. On apprend en vérité que le camp Pinehurst est en fait un camp de réinsertion sociale et que Tommy est loin d'être le seul présent au camp. On a l'introduction de personnages très caricaturaux. On a Ethel et son fils, qui sont le cliché des hillbilly gros beaufs américains qui vivent dans les bois et qui ont un accent du style texan à couper au couteau. Ouais, bref. Bref, en gros, jusqu'à ce moment, on va introduire les personnages qui sont toutes et tous dans leur fin système moitié de vingtaine d'années. Donc en gros, c'est des préadultes, entre guillemets, des adolescents, on appelle ça, je crois. Enfin bref, on a donc le personnage de Joey, qui est un garçon très sympathique, très gauche et maladroit, qui veut bien faire, mais qui a du mal à parler aux filles, et qui est obèse, car il mange toujours du chocolat ou des biscuits qu'il a sur lui en permanence. On voit des paquets qui dépassent de ses poches. On a Violet, bonjour madame, la fille émo, c'est bon, elle a le même âge que moi. Donc bref, la fille émo, qui est émo alors que les émos n'existaient pas encore et qui a l'air de répugner Joey. Et enfin, on a Vic, qui est un mec super musclé et très énervé et qui coupe du bois.
Alors, pareil, deuxième petite remarque après celle du couteau de Tommy. À quel moment tu laisses une hache à ce mec sachant sa condition psychiatrique ? Je dis ça, je dis rien. Mais bref, donc évidemment, puisque l'on est dans un film d'horreur, Joey, j'ai loupé ma ligne, Joey va se confier à Vic, qui lui dit clairement d'aller lui foutre la paix et d'aller se faire foutre. Mais Joey continue à lui expliquer sa backstory alors que Vic se fâche. Évidemment, Joey lui dit qu'il a perdu les pédales et malheureusement, c'est l'insulte de trop. Vic saute sur Joey et le massacre violemment à coups de hache bicéphale. Oui, c'est l'un des meurtres les plus choquants de la saga parce qu'il sort donc de ses os et on s'attend pas à ce que du coup Vic pète les pédales et saute sur Joey. Mais bref, la police et les autorités médicales sont appelées. On apprend que Joey a sans le vouloir provoqué la mort de sa mère lors de sa naissance et que le père s'est vengé sur Joey qui était encore bébé, en décidant de l'abandonner dans plusieurs maisons d'accueil. Suite à une blague très déplacée de son collègue, l'un des paramédics, ou du moins des ambulanciers, qui s'appelle Roy, a l'air choqué et triste de voir le cadavre dans un tel état. En même temps, on vous parle d'un gamin qui doit avoir 22-25 ans grand maximum, qui doit avoir pas moins de 5 coups de hache dans le dos et dont le bras a été sectionné net. Remarque personnelle, alors je l'ai dit tout à l'heure, mais ok, je le répète ici, c'est le premier vrai meurtre du film. Il est tellement inattendu qu'encore aujourd'hui, il fonctionne du feu de Dieu. On s'attend pas à ce que Vic pète les plombs et saute sur Joey et le massacre. Je vais m'arrêter là pour l'amorce du scénario, mais je ne pouvais pas dire au moins moitié moins que ça pour que vous compreniez le film en entier. Donc, je réitère mes propos, à partir de ce moment, messieurs, dames, ça va spoiler, même si je vais faire mes fameuses critiques, vous savez, habituelles du point par point, comme vous le connaissez si bien sur ce format. Donc bref, à partir de là, pour une dernière fois, attention, vous entrez en zone spoiler. Attention à vous. Quelques jours plus tard, on a, ou bien même la même nuit, cette chronologie est un peu chaude à suivre, on ne sait pas trop, 2 connards de jeunes hommes qui semblent vouloir ressembler à des blousons noirs mais qui font plus pitié qu'autre chose, se font massacrer par une figure qui sort du champ. Oui, il y a une figure cachée hors champ et qui massacre les jeunes autour du camp. Ouais, ok. L'un se fait avaler une fusée de détresse dans la bouche et l'autre se fait égorger à la machette par le tueur, encore une fois hors champ, qui était assis sur la banquette arrière de la voiture et qui était en panne. Ouais, parce qu'il faut bien que ce scénario ait du slasher dans son slasher. Mais bref, on revient à Tommy dont on comprend mieux que ses traumas ne l'ont jamais quitté. En effet, il fait de terribles cauchemars et est sous médication très très lourde. Il imagine Jason qui se tient dans un reflet du miroir. Bref, les événements du film précédent, comme je viens de le dire, ne l'ont jamais quitté. Le lendemain matin, au petit déjeuner, scène d'humour, encore une fois j'aime le slapstick et oui, je suis cinglé, Tommy subit une mauvaise blague de la part de Eddie, qui s'est introduit dans sa chambre pour lui voler un de ses masques. Et Tommy le prend si mal qu'il chope Eddie et lui fait une prise de catch, littéralement un attitude adjustment, oui, exactement comme John Cena pour celles et ceux qui auraient la référence. Et pour les autres, c'est très simple, il prend Eddie, il le soulève et il le fait passer à travers une table. On montre Eddie qui est complètement assommé par terre, mais on montre ici Tommy qui est certes silencieux et en retrait, mais la moindre chose offensante qui touche à sa vie privée le fait vriller. En effet, Eddie en a fait les frais et il est, comme je le dis, complètement assommé sur le sol. Mais on n'a pas le temps d'avoir le temps, puisque le soir, l'auxiliaire de santé qui avait emmené Tommy à Pinehurst au tout début du film roule comme un con et s'arrête, alors pas les paramédics, ceux qui l'avaient emmené dans la camionnette, rappelez-vous, où Tommy s'était réveillé de son cauchemar, roule comme un con et s'arrête dans un diner au bord de la route où on comprend qu'il fricote avec la serveuse qui s'appelle Lana. Je suis censé dire joli plan gratuit sur une poitrine dénudée, mademoiselle ? Et là je bande. Je te raconte pas. Mais bref, ce gars-là, qui s'appelle Billy, après s'être envoyé un rail de farine YouTube, se fait exploser le crâne à la hache par le tueur qui rôde. Lana rejoint la voiture, après avoir reboutonné sa chemise, je vous vois venir, rejoint la voiture, mais Billy n'est plus dedans. Mais en se baissant, elle remarque que le tueur est proche de la voiture avec la hache ensanglantée. Elle sort de la voiture en panique, mais est frappée horizontalement par la hache dans le ventre. Elle meurt sur le coup.
Vous l'avez compris à ce moment du film, et c'est pour ça que je voulais pas vous spoiler, ce scénario va être d'un slasher que l'on appelle un whodunit, littéralement qui c'est qui l'a fait. Car contrairement aux autres films de la saga et aux autres slashers de l'époque, ici on a plusieurs cas de figure. Est-ce que c'est Jason Voorhees? Est-ce que c'est un personnage nouveau? Est-ce l'un des moniteurs de Pinehurst? Est-ce que c'est l'un des jeunes adultes de Pinehurst? Est-ce que c'est Tommy le tueur? Ouais, voilà du coup pourquoi je disais qu'il fallait absolument pas vous faire spoiler. Vous le voyez venir, on va arriver sur un slasher Scooby-Doo en mode qui est en train de faire des meurtres au camp Pinehurst et les alentours. Ouais, bref, continuons notre investigation et le scénario. On a une séquence assez intéressante, une séquence suivante après celle d'un nouveau cauchemar de Tommy qui revoit Jason. En effet, la séquence du maire. J'adore ce jeu surjoué et extrême mauvaise foi. C'est très très marrant à regarder, franchement, une pause humour dans ce type de métrage qu'on commence à connaître, hein, c'est le putain de 5e épisode de cette saga de cons. Ça fait toujours du bien de ponctuer un peu de l'humour en mode... Mais votre Jason, vous savez ce que c'est votre Jason? Il chope le cendrier puis il dit tenez, c'est ça votre Jason, et il renverse le cendrier par terre, les cendres sur le sol. C'est débile, voilà, puis il s'en va en faisant des grands gestes des bras. Trouvez-moi un vrai truc ou alors je vous remplacerai, je mettrai un vrai shérif. Voilà, regardez cette séquence, elle est à mourir de rire. Bref, arrivent ensuite les deux morts les plus gore du film parce que... Oui. Ah non, j'ai loupé une ligne, pardon. Ensuite, on retourne à Pinehurst où les deux clichés sur pattes, qui eux sont des clichés de cinglés de films d'horreur, parce que voilà, décident de partir dans les bois pour s'encanailler de manière explicite, parce que de toute façon c'est le seul trait de leur personnage, hein, ils veulent baiser tout le temps, et je dis pas faire l'amour, hein, je dis bien baiser comme des lapins tout le temps. Bref. Ils se font observer en réalité par un vieux mec dégueulasse, mais celui-ci se fait embrocher par la machette du tueur qui rôde désormais même en plein jour. C'est là que ça devient intéressant. Jason attaquait majoritairement que le soir ou la nuit. Alors on l'a vu attaquer de plein jour, mais souvent à la fin du film. Donc là, Jason serait capable d'attaquer en plein jour. Pas mal le film, j'apprécie énormément où tu vas là, essayer de renouveler un peu ton tueur, c'est pas mal. Mais comme je le disais, si j'avais pas loupé de ligne, espèce d'abruti de TFT, arrivent ensuite les deux morts les plus gore du film. En effet, la fille qui était restée se reposer après cette séquence d'encanaillage explicite, se fait empaler au visage par le tueur dans les deux yeux par un taille-haie, alors que son copain se fait écraser le crâne et les yeux par une ceinture attachée autour d'un arbre que le tueur resserre avec une branche. Un petit peu ce qu'on appelle une exécution au lacet ou au collet. Sauf que là, le tueur a mis la ceinture sur les yeux et du coup, ça fait cette scène extrêmement trash et extrêmement connue où le mec a la ceinture qui lui rentre dans les orbites des yeux. Bref, mais peu importe, puisqu'on switch au soir même où Pam, qui est la seconde en chef du camp, bonjour TFT, la seconde en chef du camp, amène le petit Reggie dans le camp de caravane voir son frère. Matthew pense qu'elle devrait aussi emmener Tommy. En effet, Tommy reste en retrait, c'est plutôt logique, mais l'amour que porte Damon, Damon c'est le nom du grand frère, à son petit frère Reggie, ça fait du bien à voir. C'est un mec qui est un loser, qui vit dans un truc de caravane, qui montre à son petit frère, qui dit « Ouah, t'as de belles bagues, des belles chevalières !» Et il dit « Ouais, mais quand t'as des astuces comme moi, ouais, t'en auras plein et tout et tout. » Certes, c'est un gros loser de merde, c'est un voleur et il vit de rien, mais il dit à son petit frère « Ah, il me reste un truc à manger, t'as mangé ce soir, t'as bu de l'eau, machin, on te traite bien au camp, machin et tout. » Donc certes, c'est un loser, mais il a de l'amour pour son petit frère. Donc ce personnage est quand même attachant. Donc il s'appelle Damon. Damon, enfin bref. Et Reggie lui fait un grand câlin et son frère lui fait un bisou sur le crâne. Il dit tu fais attention à toi, hein, machin, reviens me voir vite, il y aura toujours de la place pour toi. Bref, ces deux personnages-là sont particulièrement mignons. Mais bref, Tommy fait une autre phase de malaise quand un néon lui flash dans les yeux. Et c'est à ce moment-là que le redneck hillbilly qu'on avait vu avec sa mère au début du film débarque sur sa moto. Il provoque violemment Tommy et essaye même de le frapper en premier. Sauf qu'on connaît notre Tommy, bien sûr. Il le rouste à grands coups de poing, etc. Et du coup... mais ne s'arrête que grâce à l'intervention de Pam qui avait entendu le raffut que les deux faisaient. Tommy fuit alors que Pam et Reggie le poursuivent en reprenant le 4x4 de Pam. Mais au camp, Damon se fait malheureusement empaler par le tueur alors qu'il est au Bécasse, bonjour le Québec, ou aux toilettes chez nous, du style un petit peu comme les boîtes géantes dans les spectacles de magie, vous savez, dans lesquels on enfonce des épées et tada, la personne ressort sans être
palais, j'imagine, bref. Mes comparaisons sont un peu débiles, je suis vraiment désolé. Mais bref, retourne à Pam qui revient au Camp Pinehurst, dit aux jeunes de se cacher et de se barricader, et elle repart seule chercher Tommy. Mais quand elle apprend que Tommy a disparu depuis le début de la soirée, elle commence à se poser des questions et dire où est Tommy où est pas Tommy, oui, où est Tommy bien sûr, mais où est Matthew? C'est vrai ça, le directeur du camp, il a disparu depuis longtemps et il y a une vague de meurtres. Ouais, ça devient bizarre. Mais bref, comme je le disais, j'ai loupé mes phrases, j'arrête pas de louper mes phrases, c'est insupportable. Le tueur tue ensuite les deux hillbilly. Vous savez, le mec en moto et sa mère qui arrête pas d'insulter tout le monde. Le tueur tue ensuite les deux hillbilly en décapitant Junior. Il se fait appeler Junior avec une feuille de boucher alors qu'il est sur sa moto. Il a juste à tendre le bras et le mec se décapite tout seul. Une séquence assez drôle si comme moi vous n'avez absolument aucun cœur ni aucune considération pour des personnages secondaires ainsi qu'un humour noir. Et sa mère en lui plantant la même feuille de boucher dans le crâne à travers une fenêtre. Encore une fois, deux meurtres quand même relativement gore. Mais bref, retour sur Pam, dont le camion tombe en panne parce que, rappelez-vous, on est dans un film d'horreur. Et donc, elle repart donc à pied. Au camp, Jake et Robin regardent la télé. Jake, malgré son bégaiement et son manque d'assurance sociale visible, se confie à Robin sur ses sentiments. Mais elle se moque violemment de lui, ce qui lui brise le cœur. Il va donc voir Vic, qui danse dans sa chambre et qui, du coup, se fait rembarrer également. Il ressort de la chambre, mais Jake, du coup, se fait abattre par le tueur et sa feuille de boucher, qui lui plante sur le crâne. Bref. Quelques temps plus tard, Robin, qui va se coucher, se fait assassiner dans le lit superposé par Jason, qui plante une machette au travers d'un matelas par le dessous. Non sans s'être dénudé juste avant, parce qu'encore une fois... Et là je bande. Je te raconte pas. On est dans un film d'horreur des années 80, toutes les femmes se sont dénudées. Oui, hein, évidemment. Je le déplore, hein, messieurs, dames, hein, je fais le con avec ma soundboard, mais je le déplore, sans déconner. Mais bref, après une transition poitrine, retour à Vic qui danse dans sa chambre la musique à fond et qui a la même capacité de danse de TFT, c'est-à-dire un violent crime contre l'humanité, messieurs, dames. Mais le tueur débarque dans la cacophonie ambiante sans qu'elle ne le remarque et elle se fera embrocher par la machette du tueur. C'était peut-être pas très malin de mettre la musique à fond, Vic, mais bref. Reggie, du coup, le gamin, rappelez-vous, se réveille, monte à l'étage et évidemment trouve les 3 cadavres de Jake, Robin et Vic. Sauf que jumpscare de Pam qui était revenu parce qu'il faut bien mettre un jumpscare dans ce film qui commence à se rallonger et Reggie lui explique tout. En effet, Pam va voir et choqué, après avoir découvert les 2 cadavres, le duo décide de fuir. Mais enfin, c'est le moment du reveal. Rappelez-vous, je vous avais dit qui est le tueur, Jason, quelqu'un d'autre, etc. Le chef du camp, donc Matthew. Mais non, puisque comme je le dis, les 2 s'enfuient, ils dévalent les escaliers, vont dans la cuisine pour sortir, mais la porte de cuisine explose visiblement, what the fuck, et d'un point de vue de Pam, on le voit enfin, il est en face de nous, c'est bel et bien Jason Voorhees qui est là, machette à la main. Pam et Reggie fuient donc via une autre porte dans les bois sous une pluie torrentielle, poursuivis par, oui, définitivement Jason. Après plusieurs minutes, ils trouvent un véhicule ambulancier, mais en ouvrant la porte, le paramédic ambulancier connard du début du film, rappelez-vous, qui avait fait une mauvaise réflexion macabre aux gens présents lors du départ du cadavre de Joey, tombe du siège, tué par Jason. En parlant de lui, tiens... Jason, il a eu le temps de les rattraper et par instinct ou par volonté du scénario, j'imagine, Reggie s'enfuit en courant, difficilement suivi par Pam qui peine à suivre la cadence du gamin qui court beaucoup plus vite qu'elle. En fuyant entre les branches, les buissons, les ronces et autres, Pam tombe sur le cadavre de Matthew, empalé sur un arbre avec un rivet en acier planté dans le crâne parce que what the fuck à quel moment, et elle arrive quand même à trouver refuge dans une maison non loin. D'ailleurs, on va faire un petit jeu. On est dans un film d'horreur, et de surcroît dans un vendredi 13. Un personnage est isolé dans une maison, et Jason se rapproche. Que va-t-il se passer ensuite, messieurs, dames ? Eh oui, vous avez trouvé !
Jason jette un cadavre depuis l'extérieur dans la maison pour faire un jumpscare. Ici, c'est le cuisinier du centre Pinehurst, donc le grand-père de Reggie, dont les yeux ont visiblement été arrachés parce que what the fuck encore une fois. Et donc, Pam ressort terrorisée par ce qu'elle vient de voir. Jason la poursuit alors pour des raisons évidentes de vendredi 13, quoi. On est dans un vendredi 13, je viens de vous le dire. Sauf que, attention, scène d'action! Je sais pas pourquoi je gueule et j'utilise ma soundboard. Reggie sort du garage, et oui, il s'était caché dans le garage depuis tout ce temps, en défonçant la porte au volant d'une sorte de tracteur mini-pelle, et fonce sur Jason et le percute violemment, ce qui l'envoie valser genre 3 mètres plus loin. D'ailleurs, Jason, parlons-en, messieurs, dames. Ce Jason-là est un peu bizarre. Pris dans les phares du tracteur, on remarque que quelque chose change au niveau de son design. Sa peau est de complexion standard, alors que dans l'épisode précédent, il avait un visage marqué de blessures et sa peau commençait à se désagréger et pourrir. J'arrive pas à reprendre mon souffle. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce film ? Mais bref, on n'a pas le temps parce que nous on s'arrête, mais le scénario, lui, non, puisque c'est un film. Bref, Reggie et Pam s'avancent pour des raisons évidentes de décisions stupides dans un film d'horreur. Je viens de vous le dire, on est dans un film d'horreur. Ce qui permet à Jason de choper Reggie. Il s'en débarrasse en le frappant au visage et fuit tous les deux dans la grange. Suivi par Jason qui, étrangement, marque un temps d'arrêt parce qu'il se rend compte qu'il saigne. J'ai beaucoup de questions là, sans déconner. Depuis quand Jason saigne ? Depuis quand il ressent la douleur ? Et depuis quand ça l'affaiblit physiquement ? Étrange. Bref, on passe ensuite au 3e acte, et oui, c'est le moment du 3e acte, l'acte final du coup, avec une traque et un combat final. Mention spéciale à Pam qui affronte Jason avec une tronçonneuse d'ailleurs. Alors ça... Oh oui, messieurs, dames, ça mérite bien le jingle, parce que quelqu'un qui affronte Jason avec une tronçonneuse, trop cool. Et d'ailleurs qu'il le blesse au bras, pourquoi pas, ouais, plutôt cool. Oui, si vous voulez un vrai combat à la tronçonneuse, il y a Terrifier 3, il y a Rec 3, bonjour gros tas de merde, ou il y a Vendredi 13 chapitre 5, vraiment cool. Tommy réapparaît bel et bien, telle une sorte de Deus Ex Machina tout droit sorti de mon fondement, et oui, parce qu'il avait disparu depuis 20 minutes, je le rappelle. Jason se fiche quand il entend Reggie, qui est caché à l'étage de la grange, appeler Tommy. Il fait « Tommy, il est là, fais attention !» Et Jason se retourne, il change directement de cible et laisse Pam tranquille. Tommy se défend de justesse avec le MacGuffin, son couteau qu'il avait avec lui depuis le début du film et qu'on sait pas comment il l'a récupéré, en plantant Jason à proximité des chenolles. Encore une phrase que j'aurais jamais cru dire dans l'une de mes critiques. Sauf que c'est pas fini, enfin bientôt mais quand même. Tommy, Pam et Reggie se réfugient à l'étage, suivis par Jason. Pam frappe Jason avec un bout de bois qui semble être un manche de hache, donc sans le bout fendoir, ce qui le fait manquer de tuer Reggie. Se reconcentrant sur Pam, Reggie a le champ libre pour pousser Jason qui passe par la double porte-fenêtre pour ranger le foin à l'étage de la grange, mais se retient à la corniche, donc Tommy arrive, décidément t'es un putain de vrai Deus Ex Machina, nom de Dieu, et frappe Jason d'un coup de machette à la main. Celui-ci en perd son masque, je sais pas comment c'est putain de possible, mais accrochez-vous à votre slibard, c'est bientôt fini. Et Jason va s'écraser en contrebas, sur une sorte de herse ou d'appareil agricole. Et tacadacafluche, c'est déjà le moment de l'explication du scénario, messieurs, dames. C'est votre moment, c'est là où je vais vous expliquer ce qui se passe. En effet, en contrebas, Reggie, Tommy et Pam se rendent compte que le masque, une fois tombé dans la boue, permet la possibilité d'identification de Jason. Ce n'était pas un mort-vivant, mais c'était bel et bien un imitateur. Et cet imitateur n'était autre que Roy Burns. Rappelez-vous, le paramédic ambulancier du début. Eh oui, switch à l'hôpital où le shérif nous explique tout, tel une sorte de Deus Ex Machina. Qu'est-ce que vous avez avec les Deus Ex Machina dans ce putain de film ? Qui nous explique le scénario. La police a en effet retrouvé sur le bleu de travail de Roy, qui s'était soi-disant transformé en Jason Voorhees. Alors c'est pas de la possession ou quoi que ce soit, hein, il avait juste pris un costume de Jason Voorhees. Roy Burns, le tueur qui était donc l'ambulancier, avait sur son bleu de travail du coup un portefeuille avec des photos. L'une d'entre elles était une photo de Joey, qui était en fait en vérité son fils. On comprend de notre côté qu'il a cherché à se venger de Matthew, le directeur du centre de Pinehurst, en voulant tuer de ses mains toutes les personnes présentes au camp et ensuite faire porter le chapeau à Tommy. Bref, une idée relative du crime parfait. Un père qui avait enfin retrouvé son fils après l'avoir abandonné. Peut-être qu'il avait
des remords, je sais pas, peut-être 17 ans après. Et il avait retrouvé son fils, mais quand il est arrivé, on l'a vu choqué et énervé. On a compris, du coup, que Roy Burns allait commettre les meurtres. Et oui, parce que il avait retrouvé son fils et il allait probablement de nouveau lui parler. Et malheureusement, son fils s'est fait tuer via un pseudo-accident. Il était à deux doigts de pouvoir lui reparler et c'est le chagrin et la haine qui a pris la main de Roy Burns pour par la suite faire des meurtres. Mais bon, c'est devenu un mastermind en faisant des meurtres et en disant tiens, ça sera de la faute des pseudo-tarés. Ouais, donc oui, c'est pas un personnage... Ouais, c'est un personnage tragique, tueur en série. Mais bref, après une séquence cauchemar de Tommy, alors c'est à partir de là que je déteste le film, putain de merde, on est à la fin, vous pétez la fin, c'est insupportable. Après une séance cauchemar de Tommy très très mal introduite, on se retrouve avec le vrai Tommy qui se réveille de ce cauchemar. Mais il a de nouveau une hallucination, cette fois où il voit Jason dans sa tenue Part 4, donc la partie 4, le film précédent, comme celui qu'il avait tué quand il avait 12-13 ans dans le film précédent, je viens de le dire. On comprend que Tommy a définitivement sombré de soit ses cauchemars, soit de l'influence de Jason. En effet, il débranche les câbles desquels, enfin les comment on appelle ça, les prises de sang, etc., desquels il est branché, auquel il est branché, il se lève, va fouiller dans sa commode où il trouve le masque de Jason de cet épisode, celui donc avec les traits bleus, et enfin les traits bleus sous les joues. Et alors, stop, comme je le dis, stop. On est à 30 secondes de la fin du film et là, il n'y a plus rien qui va. Plusieurs questions qui sont débiles. Comment Tommy a-t-il récupéré si vite de ses blessures infligées par Jason même pas quelques heures auparavant ? Pourquoi le masque de Jason qu'on a vu dans ce film est dans le tiroir ? Pourquoi laisser à la victime qui a eu des antécédents avec la figure de Jason, pourquoi lui laisser ce masque ? Putain d'écriture à la con, et putain d'écriture de con également. Bref, Pam entre dans la chambre de Tommy et remarque avec effroi que le carreau de la chambre est cassé. Elle pense que Tommy s'est donc enfui en passant par la fenêtre. Mais lui referme la porte derrière elle et lui saute dessus alors qu'il porte le masque de Jason et un couteau de cuisine. Mais putain, mais y a rien qui va avec cette fin, c'est pas possible. Bref, transition au montage, messieurs dames, où je vais faire du coup ma conclusion. Alors, pour celles et ceux qui se poseraient la question, Pam, dans le lore de Friday the 13th, est encore vivante. Tommy, certes, lui sautera dessus avec un couteau de cuisine, comme on l'a vu, mais dans le roman, je crois, enfin la novelisation, bonjour, I speak English very much, on apprend que Tommy ne l'a juste que blessé à l'épaule. Alors, je sais pas comment tu loupes quelqu'un avec un couteau de cuisine, mais bref, on n'est pas là pour parler de la véracité d'un scénario, encore plus, a fortiori, quand on parle d'un scénario de Vendredi 13. Il y a plusieurs trucs qui vont pas dans ce film et je vais faire ma conclusion. Donc, ça va être très rapide. J'apprécie ce film. Vraiment, je l'apprécie. Le fait d'avoir un scénario, alors c'est mon maître mot de cette critique finale, de ma conclusion, c'est un film de Scooby-Doo et c'est pour ça que je l'adore. Le truc, je suis Jason et comme le film porte mon nom de près ou de loin, enfin toute cette saga porte, je la porte sur mes épaules, je peux pas mourir parce que sinon il y aurait pas de film. Voilà, je trouve ça un peu casse-couille. Le simple fait, comme je le disais, c'était ma volonté de ne pas vous spoiler depuis le début de ce review et de cette critique. Le simple fait de faire quelqu'un qui se déguise en Jason Voorhees pour perpétrer des meurtres en son nom, je trouve ça putain de rafraîchissant. Ça aurait été plus intelligent de prendre par exemple le personnage du film précédent dont j'ai oublié le nom, qui s'appelait... je sais plus, on va l'appeler Duchnol, et qui voulait venger sa sœur. Imaginons, il aurait été blessé lors du film précédent, Jason aurait été tué, et là c'était lui qui revenait en tant que Jason pour... je sais pas, péter un plomb et dire oui, ça va peut-être faire ressortir Jason de sa tombe, ou alors oui, vous n'oublierez jamais la malédiction de Jason et tout, ça aurait pu être cool. Ça aurait pu être cool. Mais là, vous introduisez, oh mon Dieu, je suis un père éploré, et du coup, je deviens Jason. Qu'est-ce que c'est dommage. Qu'est-ce que c'est dommage. C'est trop proche dans l'univers de Vendredi 13 pour que, selon moi, ça passe. Encore une fois, l'amorce du scénario, pour moi, c'est dommage. Par contre, tout le reste du scénario, bouhouhou, est-ce que c'est Jason, est-ce que c'est pas Jason? Puis à la fin, oh dis donc Fred, voyons qui est sous ce masque. Oui Samy, voyons qui est sous ce masque. Fred, tu veux vraiment retirer le masque? Voilà, je fais très très mal les voix de Scooby-Doo, mais bref, le truc du Scooby, tu veux vraiment qu'on retire le masque? Voilà, vraiment,
et à la fin on retire, oh mon dieu, c'est le vieux Roy Burns. Voilà, comme dans un épisode de Scooby-Doo, j'ai vraiment passé un très très bon moment. Alors encore une fois, entre la poire et le fromage, c'est-à-dire entre l'épisode 3, l'épisode 4 et l'épisode 6-7 qui constituera la suite de nos reviews, t'inventes pas l'eau chaude. Clairement pas, hein, les tueurs masqués qui reprennent des personnalités, etc. Même dans les années 80, commençait à y avoir certains tueurs qui faisaient ça. Aujourd'hui, c'est ridicule. Par contre, à l'époque, ça a pu bien fonctionner. Le seul truc, c'est que vous vendez la mèche trop tôt. Arrêtez de faire des gros plans sur le visage de Roy qui découvre le corps de Joey. Parce que le spectateur, la spectatrice, déjà en 80, je sais pas quand est-ce qu'est sorti ce film, 85, 86 peut-être, il est pas con. Vous faites un gros plan pendant au moins 10 secondes sur Roy qui est triste et ensuite qui resserre la mâchoire, relève les yeux, regarde presque la caméra et s'énerve. Il passe de la tristesse d'avoir perdu ce qu'on apprendra à être son fils à la rage. On sait que ça va être lui qui va être le tueur. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. C'est pour ça que je voulais pas vous faire spoiler, je voulais pas... voilà. Sans déconner, vous auriez coupé 3 secondes plus tôt, on aurait pseudo pas compris que c'était lui, le tueur. Mais là, au bout de, comme je le dis, 15 minutes, vous comprenez que c'est Roy Burns, le tueur. C'est dommage. Donc voilà, encore une fois, j'ai passé un bon moment devant. Comme je le dis, entre la poire et le fromage, c'est-à-dire l'épisode précédent les épisodes précédents et les épisodes suivants, c'est pas ce film-là qui va rattacher les wagons. Mais si je devais juste pseudo-spoiler une personne qui l'a pas vu, ah, t'aimes bien les films de Scooby-Doo ? T'aimes bien les films Scream ? Qui n'était pas encore sorti, hein, je le rappelle, 10 ans avant, théoriquement 10 ans avant, le premier film Scream c'est 96. T'aimes les films de Scooby-Doo ? Oui. T'aimes les dessins animés de Scooby-Doo, notamment l'excellente série de 69 ? Oui. Tu veux le mélanger à Scream ? Oui. Regarde Vendredi 13 chapitre 5. C'est un light spoil, un spoil léger en mode c'est pas Jason, mais voilà, franchement, oh là là, qui c'est qui a machin ? Et puis à la fin, comme je le dis, allez les enfants, regardons qui est sous ce masque. T'as vraiment envie de retirer le masque, Fred ? Et oh là là, c'est le vieux Roy Burns. Voilà. Donc, j'ai passé un bon moment. Vraiment. J'ai vraiment passé un bon moment. Mais voilà, un petit 12-13. Il est arrivé au bon moment de mon visionnage. J'avais envie de voir un film con. J'avais envie de voir un film qui prend des risques et qui, au final, est pas si mauvais à regarder. Voilà, donc oui, un petit 12-13. J'ai passé un bon moment. Le film est con. Il y a des trucs qui auraient pu être évités dans le film parce que il y a des comment je peux dire, des prises de décision qui sont connes. Et encore une fois, vous mettez des jeunes adolescents qui sont soi-disant dans une pluralité qui leur est propre, mais une pluralité d'états psychiatriques, psychologiques et sociaux qui sont des clichés de films d'horreur. Donc à leur façon, ils sont tous de près ou de loin pétés du casque. Et je pardonne juste ça parce que vous êtes des clichés de personnes qui ont des conditions psychiatriques de films d'horreur, d'accord, mais là on était dans les années 80, donc je vais pas gueuler là-dessus. Par contre, si je venais à faire la critique d'un film genre, je sais pas moi, par le plus grand des hasards, Leatherface, je ferai jamais ça, mais ou sinon faudra me payer cher pour que je le fasse, et je déconne pas, hein, faudra au moins me payer 5 € pour que je fasse la critique. Non, le film Leatherface, il met en scène des clichés, je dis bien clichés de patients d'hôpitaux psychiatriques, de films d'horreur. Donc évidemment ils vont être pétés du casque, ils vont courir à poil, ils vont baiser parmi les cadavres, etc. et tout, parce qu'encore une fois, oui, il y a ça dans le film Leatherface, bonjour gros tas de merde, mais là on est dans les années 80, donc évidemment on est que deux personnages là, on est que fait pour baiser, etc. C'est bon, on a compris, c'est bon, passez à autre chose, ou au moins essayer de leur donner une pseudo-personnalité, comme Jake, voilà, il prend son courage à deux mains, il va parler à une fille, manque de peau, mon pote, cette fille était une connasse, elle s'est moquée de tes sentiments. Voilà, c'est dommage, mais Jake, c'est l'un des meilleurs personnages développés, parce que oui, et j'en terminerai là-dessus, c'est même pas Tommy, le personnage principal de ce film, c'est Pam et Reggie. Quel dommage! Pour une suite de Vendredi 13 chapitre 4 où on suivait Tommy Jarvis, vous introduisez Tommy Jarvis au début du film, on passe 15-20 minutes du film sur 1h30 environ avec Tommy Jarvis, et Tommy Jarvis n'est même pas votre personnage principal dans ce film. Waouh, il en faut des couilles pour faire ça. J'espère très sincèrement que le film d'après rectifiera le tir. Clin d'œil. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce film, très très long à débriefer, mais c'est l'un de mes films préférés dans cette saga, donc je voulais y passer plus de temps que les autres. Bah oui, quasiment 34 minutes.
Donc voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce très long coup de gueule. Merci sincèrement à toutes et à tous. On se dit à bien vite pour l'épisode 40 qui sera cette fois-ci un film qui me plaît ou qui m'a marqué. Et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, la bise. Salut, salut!